וצאתי פני אפשר מייק נילמסן מרקן פויקלקדין. Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un C'est lundi, que lisez-vous? Pour une fois ça tombe sur le bonjour. Alors le C'est lundi, que lisez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous qui est beaucoup représenté sur la blogosphère, que ce soit dans les articles écrits ou en vidéo. C'est un rendez-vous qui permet de présenter ses lectures passées, ses lectures en cours et les lectures futures. Je vais donc vous présenter aujourd'hui mes dernières lectures. Je ne reprends pas où je m'étais arrêtée la dernière fois que je vous ai fait une vidéo puisque ça remonte à quelques semaines et que si je vous présentais toutes les lectures que j'ai faites depuis, je pense que la vidéo serait trop longue. Donc je vais me contenter des lectures que je n'ai pas encore chroniquées sur le blog. Et enfin j'aimerais terminer cette vidéo par un mini In My Mailbox. C'est-à-dire vous présenter les 3 livres qui sont entrés dans ma bibliothèque cette semaine. J'aime bien retourner aux classiques, notamment à Jane Austen que j'adore, et j'ai donc décidé de lire un tout petit, pas roman, petite novella, qu'elle a écrit pendant sa jeunesse, alors qu'elle avait 14 ou 15 ans. Ça s'appelle Amour et amitié, ça fait moins de 100 pages, 94 exactement, et c'est un mini-roman épistolaire. Alors qu'elle n'a que 14 ou 15 ans, Jane Austen savait déjà parfaitement dépeindre la société dans laquelle elle évoluait et se moque, gentiment ou pas, des personnages qu'elle pouvait côtoyer quotidiennement. Donc dans ce petit roman épistolaire, elle met en scène Laura, la narratrice, celle qui envoie la majorité des lettres, sauf la première, et qui nous raconte un petit peu son histoire. Donc en fait Laura c'est une bêtasse, mais qui se croit très supérieure et très intelligente. Elle se marie très rapidement avec le premier homme rencontré, et puis sous couvert d'une trop grande sensibilité, elle fait des choix qu'elle croit bons et intelligents alors qu'ils sont complètement stupides. Et à cause de sa très grande sensibilité, elle ne fait que s'évanouir. Évidemment, les traits sont forcés, c'est caricatural, mais je trouve aussi que c'est assez bien amené, c'est amusant. Comme d'habitude avec Jane Austen, on a l'ironie, enfin bref, elle se moque vraiment bien de son quotidien, on va dire, et c'est très agréable. Et je trouve ça assez impressionnant de la part d'une jeune fille de 14-15 ans de percevoir aussi bien ce qu'est l'être humain finalement. Comme je vous dis, le trait est assez forcé, ça manque peut-être un petit peu de développement, mais pour une œuvre de jeunesse, c'est déjà bien maîtrisé et ça donne un assez bon aperçu de ce que pourront être ensuite les romans beaucoup plus travaillés de l'auteur. Je suis ensuite repartie du côté de la science-fiction avec un court roman de moins de 200 pages de Joanne Elio qui s'appelle Involution, chez J'ai lu, collection Nouveau Millénaire, donc en fait c'est un moyen format. Alors c'est de la science-fiction, on peut même dire que c'est de la hard SF puisque on part pas mal du côté de l'explication scientifique, donc il y a quelques passages qui peuvent être assez denses, assez compliqués, qui peuvent casser un peu le rythme du récit. Mais ça a aussi un côté hyper intéressant puisqu'on voit que l'auteur nous amène une théorie qui peut être vraisemblable avec les explications scientifiques qui vont derrière. Donc on se retrouve dans un futur assez proche en Amérique du Sud. Une Française qui va mener une expérience, en fait elle veut atteindre les couches profondes de la Terre pour pouvoir ramener un échantillon. Et elle va déclencher une grosse catastrophe, elle va découvrir quelque chose d'assez extraordinaire, je vous en dis pas plus, et ça va avoir un impact énorme sur tout le reste de la planète en fait. C'est en fait assez compliqué, je vous le disais, c'est quand même de la hard SF, enfin, je pense que ça s'appelle comme ça quand le côté très scientifique est mis en avant. Et ce qu'on peut aussi un petit peu regretter, c'est que c'est très bref, ça fait moins de 200 pages,
donc c'est hyper dense, donc c'est difficile parfois de bien entrer dans l'histoire et de bien tout intégrer. Ce qui est aussi un petit peu dommage dans ce court roman, c'est qu'on avait plein de personnages hyper différents qui vivent l'aventure de façon différente donc, et que c'est tellement court qu'on n'a pas le temps vraiment de voir, enfin d'intégrer tout ce qui leur arrive, d'aller en profondeur dans tout ce qui leur arrive, ce qu'ils peuvent ressentir, etc. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il y avait matière à ce qu'on ait un côté un peu plus psychologique, en développer les personnages, ça aurait été encore plus intéressant à mon avis, et ça aurait un petit peu atténué le côté très scientifique de ce roman en apportant un petit peu plus d'humain. Il y a déjà un beau traitement des personnages, mais je pense que ça aurait mérité d'être encore plus développé, donc qu'il y ait une grosse centaine de pages de plus, je pense, à ce roman. Je suis définitivement pas fan de la hard SF. D'un côté, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des théories qui sont bien développées avec tout le côté très scientifique. C'est quand même hyper dense, c'est pas hyper facile d'accès. Voilà. Ça reste hyper intéressant de se poser plein de questions et on se dit à la fin de ce livre, tiens, ça peut être une hypothèse probable. Depuis quelques décennies, on nous dit que l'humanité va s'éteindre à cause du réchauffement climatique, que le soleil va s'éteindre. En fait, là, on nous amène une autre théorie qui me paraît pas mal probable avec un peu de réflexion, auquel j'avais jamais pensé. Bref, c'est intéressant, mais ça reste très dense. Donc voilà, c'est pas le genre de science-fiction que je conseillerais aux novices, et c'est pas le genre de science-fiction que je lirais quotidiennement. J'ai encore changé de style ensuite, puisque j'ai lu L'étrangleur de Cater Street de Anne Perry, en lecture commune avec Elodie du blog Les Confidences de Miss Elodie. On a partagé le texte en 3 grosses parties, la dernière étant la plus grosse d'ailleurs. On s'était dit qu'on prendrait notre temps pour le lire, puisque j'avais un emploi du temps assez chargé et pas du tout le temps de lire. Et en fait, ça se livre tellement bien qu'on a dévoré le livre assez rapidement. Alors, Anne Perry, c'est une auteure assez connue dans le monde du polar, des enquêtes, et elle place ses enquêtes au 19e siècle dans la société victorienne anglaise. Là, c'est le premier tome de toute une série qui met en avant 2 héros, Charlotte, qui est une jeune fille de la classe assez aisée, on va dire, qui est la 2e sœur de 3. Et le 2e héros mis en scène s'appelle Pete, c'est l'inspecteur Pete qui va mener l'enquête. Donc ce sont 2 personnages complètement différents, mais l'enquête va les rapprocher et ils vont s'allier pour résoudre le mystère de Cater Street. Alors, comme l'indique le titre, il y a un étrangleur dans la rue et qui s'attaque à des jeunes femmes. Au début, on pense qu'il s'attaque qu'à des jeunes femmes de petite vertu qui se baladent la nuit et qui seraient habituées à des milieux un petit peu de débauche. Et en fait, au fil des meurtres, on se rend compte que non, les jeunes filles sont toutes différentes, mais a priori elles doivent avoir un ami entre guillemets commun, le tueur en l'occurrence. Et voilà, il faut mener l'enquête pour savoir quel est ce tueur. Le point le plus positif de cette histoire, c'est pas le côté enquête, c'est plutôt le côté, à mon avis, peinture de l'époque du 19e siècle, enfin de la société victorienne du 19e siècle, puisqu'on entre vraiment dans cette famille. Donc on a les 2 parents, le père hyper conservateur, les femmes à la maison ne doivent pas lire les journaux puisqu'elles pourraient y apprendre des événements qui pourraient trop les émouvoir, on va dire. Donc au début, il n'est pas du tout pour que les femmes s'impliquent dans cette enquête, il voudrait qu'elles ne sachent rien de ce qui se passe dans la rue. La mère, qui est un petit peu plus libérale, et qui au fil des pages va un petit peu prendre le pas sur ce mari,
mais bon, qui reste quand même en retrait. On a la grand-mère, alors elle, encore pire que le père, c'est la mère du père, hyper conservatrice, je l'imagine bien très sévère, en noir, vraiment absolument outrée que ces petites filles puissent parler quand elles sont à table par exemple et donner leur avis, alors ça c'est une horreur. Et ensuite on a donc les 3 filles qui sont par ordre d'ancienneté entre guillemets. Sarah, donc la belle jeune fille bien élevée. Ensuite Charlotte qui n'a pas sa langue dans sa poche, un petit peu trop masculine selon son entourage. Et enfin la dernière des sœurs, Émilie, qui est un petit peu un mélange, je dirais, entre Sarah et Charlotte, qui reste à sa place, enfin qui reste assez féminine, qui comprend bien que pour s'élever dans la société et sortir de sa famille, il va falloir qu'elle se marie, mais qui à côté de ça n'a quand même pas trop sa langue dans sa poche, donc a pris un petit peu de Charlotte. Voilà, donc là, Émilie, la dernière sœur. Ensuite, on a aussi dans la famille Dominique, le mari de Sarah, qui est un jeune homme a priori bien comme il faut, mais qui au fil des pages a l'air de cacher certaines choses. Voilà. Ce qui est sympa dans cette histoire, c'est que au fil des chapitres, comme les personnages, on va douter un petit peu de tout le monde, puisque, comme d'habitude un peu dans les polars, on a l'impression que tout le monde a un cadavre dans le placard, il y a des mystères, tout le monde cache quelque chose. Et j'ai bien aimé vraiment le côté assez immersif, on est vraiment immergé dans cette famille, dans cette rue, dans cette Angleterre victorienne. Ce qui est assez sympa, c'est que l'héroïne principale, Charlotte, est un petit peu au contre-pied de tout ça, un petit peu à la Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés, qui n'hésite pas à balancer son avis à table, même si ça choque, qui s'en fiche d'être féminine ou pas, voilà. Et qui va se lier de plus en plus d'amitié avec l'inspecteur Pitt, alors que l'inspecteur Pitt a un niveau social beaucoup moins élevé qu'elle, ce qui choque beaucoup le reste de la famille. Bref, je n'ai pas été déçue par le dénouement et la résolution de l'enquête. Le nom du coupable n'est pas le point le plus intéressant de cette histoire, même si je trouve que c'est pas mal de voir la réaction des personnages typiquement 19e à la possibilité qu'il y ait un homme qui tue plein de femmes ou de personnes, à la possibilité d'un serial killer. C'était quelque chose apparemment nouveau dans la pensée de l'époque. On ne pouvait pas concevoir qu'un homme puisse tuer plein de personnes pour autre chose que des histoires de vol ou voilà, quelque chose de bassement matériel. Et là en fait les personnages se rendent compte que l'être humain peut avoir des envies de meurtre et tuer en série pour d'autres raisons, et que ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un qui se rend même pas compte de ce qu'il fait, puisqu'il pourrait avoir un problème psychique, on va dire, voilà. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de la part de l'auteur de nous montrer la réaction des personnages qui ne concevaient pas que ce genre de tueur puisse exister. Je compte en fait troquer ou revendre cet exemplaire-là, parce que j'ai envie d'acheter toute la série. Mais je voudrais acheter la série dans les éditions 10-18 me semble-t-il. Celle-ci c'est l'édition Françoisie. Tout ça pour dire que si quelqu'un est intéressé par cet exemplaire-là, tenez-moi au courant, je troque ou vends avec plaisir. Ensuite j'ai lu et je viens de terminer ce matin le 4e et dernier tome d'Indiana Taylor de Sophie Audouin-Mamikonian aux éditions Michel Lafon. J'ai découvert cette série à la sortie du premier tome il y a 4 ans et en fait on a eu un tome tous les ans. Si j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome il y a 4 ans, j'avoue qu'au fil des volumes, mon intérêt s'est un petit peu tari pour l'histoire, pour les aventures, et j'avoue que les personnages m'ont de plus en plus agacée, et ça se confirme dans ce 4e tome. Je pense que
Indiana Taylor, c'est vraiment pour les adolescents ou jeunes adultes qui n'ont pas lu énormément de fantasy ou de choses du genre. J'avoue que de mon côté, ça me lasse. Sophie Audouin Mamie-Cognan a un style assez particulier, pas mal d'humour, etc. Mais au final, je trouve ça un peu too much. Voilà, c'est un peu forcé. Je suis notamment assez déçue par le dénouement final de cette saga. Je trouve que c'est trop facile, tout finit trop bien, tout est bien qui finit bien. En fait, j'ai l'impression que l'auteur a vraiment voulu faire plaisir à ses jeunes lecteurs en leur offrant une fin qui se termine bien. Tout est beau, tout est rose, tous les problèmes sont résolus. C'est un peu ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, et en fait, je sais pas si je suis blasée ou quoi, mais j'y crois pas. Je trouve ça complètement invraisemblable qu'on en arrive là. Donc je suis consciente que c'est vraiment, à mon avis, une fin offerte pour les fans, pardon, un moyen de réaliser leurs fantasmes, etc. Mais moi, ça ne me convainc pas du tout. Je suis pas sadique, hein, je suis pas pour que les personnages meurent, etc. Mais quand c'est trop facile et quand tout finalement se passe bien, bah, j'y crois pas. Trop facile, voilà. Finalement, tous les problèmes qu'avait Indiana dans le premier tome sont complètement résolus. Bon, je vous spoil pas, mais limite, il devient la star du monde entier en résolvant tous les soucis, etc. C'est trop gros, c'est too much, voilà. Bref, donc dans ce 4e tome, donc on retrouve Indiana avec son amoureuse Katerina, que je n'ai pas supporté un seul instant dans ce tome. C'était déjà le cas dans les autres volumes, alors là j'ai cru que j'allais la claquer. Et il y a évidemment un nouveau problème, évidemment Indiana, et on a l'impression qu'il catalyse tous les problèmes et que tout lui tombe dessus tout le temps. Bref, si dans les tomes précédents on avait eu des soucis avec les vampires, notamment avec... je vous spoil, hein, donc ceux qui n'ont pas lu les tomes précédents, arrêtez-vous tout de suite, puisque vous allez apprendre des choses qu'il ne faut pas apprendre si vous voulez lire cette histoire. Donc dans les tomes précédents, Indiana a eu affaire à plein de créatures surnaturelles. Il a dû combattre une autre meute de loups-garous avec son ennemi juré Tyler, qui a envie d'avoir Katerina pour lui. Voilà, donc c'est toujours l'ennemi, c'est toujours le fil rouge sur les 4 tomes, donc on le retrouve encore ici. Mais Indiana a également dû combattre des vampires, notamment le vampire originel en la personne de Mordred, qui est le fils incestueux du roi Arthur, pour ceux qui connaissent la légende arthurienne. Et là, en fait, il y a un nouveau problème qui arrive, on est plutôt du côté des sorciers, et sans trop vous en dire, on va partir du côté de l'origine des sorciers, notamment du côté de l'Égypte. Voilà, je vous en dis pas plus, bref. Donc, évidemment, tout tombe sur la tête du pauvre Indiana, qui lui n'a qu'une envie, c'est de copuler avec sa copine Katrina, et tout le reste, il n'en a absolument rien à faire. Mais le pauvre, lui qui n'a a priori aucun pouvoir, entre guillemets, puisque c'était un petit peu le bouc émissaire de sa famille. Il est descendant d'une famille de loups-garous, mais le pauvre, il n'arrive pas à se transformer en loup-garou, il a pas de poil, il a aucun gène de loup-garou, pas la force, rien du tout. Et le pauvre, même s'il est très très grand et assez baraqué, il est quand même assez démuni, et pourtant c'est lui qui va devoir sauver le monde. Voilà, c'est hyper long, hyper brouillon ce que je vous raconte, mais en gros c'est ce qui se passe dans les 4 tomes. Le pauvre Indiana, l'anti-héros par excellence, qui n'est qu'un humain, même si c'est pas trop vrai puisqu'il a quand même quelques petits pouvoirs, mais je vous en dis pas plus, va devoir sauver le monde. Donc voilà, ça, comme je vous le disais, ça me paraît un peu too much, un peu trop, que cet Indiana Taylor
alors que finalement il est censé être faible, réussit tout ce qu'il entreprend. Alors bien sûr il y a des morts, il y a beaucoup de pertes de tous les côtés, mais au final il réussit toujours à vaincre les ennemis, à gagner et à avoir tout ce qu'il veut à la fin. Voilà, donc ça reste à mon avis très jeunesse et un petit peu décevant à mon goût, mais ce n'est que mon avis. J'ai oublié de vous présenter 2 BD que j'ai lues, que j'ai empruntées à la bibliothèque. 2 bandes dessinées qui ont un thème commun, c'est le musée du Louvre à Paris. Donc la première que j'ai lue, c'est La traversée du Louvre de David Prudhomme, et la deuxième, Les fantômes du Louvre de Enki Bilal, toutes les 2 publiées chez Futuropolis. Alors la première, c'est vraiment sous forme de bande dessinée, il y a une vraie histoire derrière. On suit l'auteur dans le Louvre. En fait, il se balade, il se met en scène et il ne dessine pas sa découverte des œuvres, mais il s'attarde plutôt sur les spectateurs qui sont là et comment eux découvrent les œuvres qu'il y a dans le Louvre. Donc on passe de salle en salle et on découvre un petit peu les gens, les visiteurs qui sont là et comment ils réagissent aux différentes œuvres d'art. Donc on a évidemment tous ceux qui sont sur leur portable, ceux qui mitraillent avec les appareils photo, on a toute la foule devant la Joconde. D'ailleurs l'illustrateur se demande comment pourrait réagir la Joconde en voyant tout ce monde, toute cette foule devant elle. Voilà. Le point de vue est plutôt sympa. Le coup de crayon est pas mal aussi. J'ai l'impression que c'est un peu du pastel. Enfin, ça me donne cette impression-là. Alors peut-être que je me trompe complètement parce que j'y connais pas grand-chose. Mais voilà, c'est un coup de crayon agréable, assez doux. J'ai bien aimé la représentation des œuvres, etc. Sympa, mais sans plus. Ça reste un point de vue intéressant, mais je garderai pas ça en mémoire très très longtemps, je pense. La deuxième que j'ai lue, donc qui s'appelle Les fantômes du Louvre de Enki Bilal. Alors là, c'est pas une bande dessinée avec une intrigue principale, une histoire principale. Non, on n'a pas de planches avec des cases, des vignettes, etc. C'est plus, on va dire, un bel album. Voilà, un bel album. Donc en fait, par contre là, j'ai préféré le concept. L'auteur-illustrateur a choisi 22 œuvres qui sont affichées dans le Louvre, que ce soit des peintures, des sculptures, des objets ou même des salles. Et en fait, pour chaque œuvre, il va nous raconter un petit peu son histoire et va nous présenter le fantôme qui habite cette œuvre. À chaque fois, on redécouvre l'œuvre un petit peu avec une nouvelle vision, un peu plus approfondie. Ça m'a plu. Par contre, je me suis demandé si l'auteur-illustrateur avait vraiment tout inventé ou s'il avait fait un travail de recherche très intéressant sur chaque œuvre pour voir si le côté biographie est réel ou si c'est vraiment du romancé complètement inventé. Alors j'ai quelques doutes pour les œuvres les plus anciennes qui datent de milliers d'années avant Jésus-Christ. Je pense qu'on n'a pas assez de sources pour pouvoir avoir une histoire un petit peu précise. Par contre, pour les œuvres plus récentes, à mon avis, il a pu se baser sur des faits réels. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Ça me donne envie de retourner au Louvre pour essayer de regarder les œuvres avec un œil différent. Par contre, au niveau de l'illustration, même si Enki Bilal fait un travail absolument magnifique, j'ai trouvé que quand même les fantômes avaient pas tous la même tête, mais n'étaient pas trop discernables les uns des autres, ils se ressemblent un petit peu tous. Donc ok, l'illustrateur a un coup de crayon très particulier et il garde sa patte sur tous ses dessins, c'est normal, mais je trouve que c'est un peu toujours la même chose. Voilà, donc c'est agréable, mais pas extraordinaire à mon avis. Comme j'ai terminé Indiana Taylor ce matin, je n'ai pas commencé d'autres lectures pour le moment, mais j'aimerais bien commencer d'ici ce soir un nouveau livre jeunesse qui s'appelle Wizard. C'est le premier tome, L'initiation, de Diane Duane aux nouvelles éditions Lumen qui ont pas mal fait parler d'elle ces derniers temps.
Je dois lire ce livre puisque c'est le dernier livre que j'ai reçu lors de l'opération Masse Critique de Babelio. Je suis assez contente de l'avoir reçu puisque justement je doutais un petit peu de cette nouvelle édition. Je me demandais ce qu'elle pouvait apporter de plus dans le paysage de la young adulte, de la fantasy, etc. qui est déjà quand même pas mal représentée dans les éditions françaises. Je me demandais ce que cette maison d'édition pouvait apporter de plus. Donc je suis contente de pouvoir me faire mon propre avis grâce à un des premiers titres qui est sorti au mois de mars. Voilà, Wizards. Apparemment c'est un livre qui est sorti dans les années 80 aux États-Unis, me semble-t-il. 83 pour la première édition. Et en fait on insiste dans la 4e de couverture en nous disant que c'est un livre qui est sorti avant Harry Potter et pourtant qui parlait déjà de magie et de sorcellerie, un peu à la Harry Potter. Voilà, donc je sais pas ce que ça donne. A priori, selon les échos que j'ai vus un petit peu sur internet, même si j'ai pas trop regardé parce que j'aime pas lire trop de choses avant de lire moi-même le livre, apparemment c'est assez jeunesse mais c'est plutôt pas mal. Donc à voir dans le monde de la magie, des sorciers, un peu à la Harry Potter. Ensuite, le deuxième livre que j'ai très envie de lire en ce moment, ça sera une relecture, puisque c'est un livre que j'ai lu en 2006, donc qui n'est pas chroniqué sur le blog, qu'il avait été sur l'ancien, mais en 3 lignes, puisque à l'époque je faisais pas d'avis détaillé, je disais juste j'ai aimé, j'ai pas aimé, c'était pas mal, ça m'a surpris, bref, etc. Celui-là, j'en garde un excellent souvenir et j'ai très envie de le relire 7-8 ans après. Et en fait, comme les réécritures de contes sont pas mal à la mode en ce moment, j'ai vraiment envie de le lire pour vous le présenter, parce qu'on voit beaucoup de réécritures de contes à la sauce jeunesse young adulte, mais il faut savoir qu'il y a aussi des réécritures de contes beaucoup plus adultes, notamment celui-ci qui s'appelle Blanche-Neige Rouge Sang. C'est un recueil de nouvelles, 17. Voilà, 17 auteurs anglo-saxons qui reprennent les contes de fées, mais j'ai envie de dire de façon originelle, en insistant sur l'horreur, le gore et l'érotisme. Voilà, donc c'est vraiment pour les adultes, je pense que la couverture le prouve. Personnellement, ça m'avait vraiment beaucoup plu la première fois que je l'ai lu, donc en 2006, et j'ai très envie de le relire maintenant. J'y avais notamment une nouvelle qui m'avait très surprise et qui 8 ans après me marque encore. C'est la seule que je retiens de ce livre et j'ai très envie de la relire. En fait, c'est celle qui s'appelle Comme les voix d'une chorale d'anges, écrite par Léonard Rhys-Dyck. Je vous en dis pas plus, mais en fait c'est la réécriture d'un conte mais d'un point de vue complètement différent. Et en fait pendant tout le texte, pendant toute la lecture de la nouvelle, on n'arrive pas à comprendre de quel conte cette réécriture provient. Et en fait, à la fin, quand on comprend le point de vue adopté, on se dit « Ah ouais, c'est quand même vachement bien trouvé » et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Donc dans les auteurs qui sont rassemblés dans ce recueil, on a Tanith Lee, qui est assez connue dans le monde de la fantasy. J'avais lu un truc d'elle il y a quelques années aussi, en 2006, en 2007, c'était dans l'ancienne collection Point Fantasy. J'avais lu un premier tome qui m'avait pas énormément plu puisque c'était vraiment trop, pas poétique, mais c'était quand même assez perché et j'avais pas trouvé ça excellent. Mais bref, c'est un nom assez connu de la fantasy. On a également Neil Gaiman, forcément. J'ai très envie de vous présenter ce recueil correctement puisque je ne l'avais pas fait il y a 8 ans. Voilà. Et pour terminer en beauté cette vidéo qui commence à être très longue, je voulais juste vous présenter les 3 nouveaux livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque cette semaine. Alors j'ai reçu avec grande surprise le premier tome Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Et en fait j'ai joué à un concours organisé pour les anniversaires des blogs de Mylène et de Carline. Et apparemment j'ai gagné ce premier tome, donc je ne le savais pas. Donc super, merci les filles, vraiment c'est une très bonne surprise. Et voilà, merci beaucoup pour l'organisation de ce petit concours. Alors Cinder, c'est la réécriture du conte Cendrillon dans un monde futuriste avec des robots. L'autre livre que j'ai reçu, c'est La croisade des Carpates de Vanessa et Diana
Calico aux éditions Asgard. C'est le petit logo ici. Donc je remercie les auteurs qui m'ont proposé de recevoir et de lire ce livre que j'ai vu pas mal passer sur la blogosphère avec des avis plutôt mitigés. Donc je suis contente de pouvoir me faire ma propre opinion sur cette histoire. Apparemment, on va suivre une jeune fille qui est étudiante de nos jours, mais qui va être catapultée au XVe siècle. Voilà, du côté du Dracula d'origine. Comme c'est un service presse, je vais essayer de le lire très très vite, et surtout j'aimerais bien le lire avant les Imaginales, puisque les auteurs seront présentes. Et j'aimerais bien pouvoir leur en parler et pourquoi pas me faire dédicacer. Et enfin, le dernier livre qui est entré dans ma bibliothèque, il s'agit d'un livre d'art que j'ai récupéré au Pilon à la BU. Donc le Pilon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les livres qu'on donne aux étudiants parce qu'ils sont plus d'actualité, ils sont obsolètes, ils sont abîmés, etc. J'ai récupéré plusieurs livres d'art ces dernières semaines. La semaine dernière, je vous présentais dans la même collection un ouvrage sur Gustave Moreau que j'aime beaucoup. Et là, j'ai trouvé un livre sur Jérôme Bosch, qui est un peintre assez particulier. Vous voyez, la couverture, ça fait un petit peu peur. Mais en fait, je vais essayer de vous montrer l'une de ses œuvres les plus connues. Et en fait, ce que je trouve assez excellent avec ce peintre, c'est que on a l'impression que ses œuvres sont hyper modernes. Ça pourrait être quelque chose de très contemporain, donc très 20e. Et en fait, c'est un peintre qui a vécu et donc qui a peint au 15e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier. Fin 15e et tout début 16e. Donc on est dans la Renaissance italienne, on sort du Moyen-Âge, et on retrouve dans ces peintures toute une symbolique très propre au Moyen-Âge, je ne sais pas comment dire ça. Tout a une explication, tout a une symbolique. Que ce soit les couleurs, que ce soit les figures utilisées, etc. Et je vous montre, je crois, les tableaux les plus connus. Je vais essayer de vous montrer ça, là au milieu. Il y a énormément de choses. Hop. Il y a des animaux fantastiques, là ça se passe dans l'enfer musical. Et je trouve que c'est hyper moderne. Enfin, ça paraît très moderne. Là, c'est le triptyque du Jardin des Délices. Voilà. Je pense... Enfin, tous les détails ont leur importance et signifient quelque chose. Et je trouve ça hyper intéressant. Et comme je vous le dis, c'est assez impressionnant de voir qu'un peintre faisait ce genre de choses au 15e, 16e siècle. On était plutôt habitués aux peintures très classiques religieuses, genre les annonciations, les scènes de mort du Christ, etc. Et là, il nous apporte un truc hyper moderne. Et je trouve ça très intéressant, c'est pour ça que j'ai pris ce livre-là. Voilà, je vous invite à aller voir ce qu'a fait Jérôme Bosch, à aller regarder sur internet. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'association du C'est lundi que lisez-vous avec le In My Mailbox entre guillemets. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Et dans ce cas-là, est-ce que vous préférez que je me contente de vous présenter mes achats ou mes réceptions dans un article écrit? Si vous trouvez que c'est trop long, que c'est imbuvable, c'est insupportable, ça n'apporte rien du tout au reste de la vidéo, bref, donnez-moi votre avis. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end de Pâques et une très bonne nouvelle semaine. Skriv mig för tanke, still more så kan få